Bonjour chers amis auditeurs, aujourd'hui un podcast consacré au français, à la langue française et à son évolution durant toute l'histoire. On va parler du français à travers deux parties. La première sur ses origines et son évolution jusqu'à nos jours. Et dans une deuxième partie, on parlera de l'américanisation du langage, une américanisation qui est assez récente, et avec tous les néologismes et anglicismes qui en découlent. Le français, vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, est originaire principalement du latin, mais pas que, puisqu'en fait le français est un métissage entre deux langues, le latin et le francique. Alors le francique est un langage germanique issu du nord, qu'on appelle aujourd'hui la Belgique et les Pays-Bas. À l'époque, c'était un royaume franc, et c'est ce royaume franc qui est devenu le royaume de France. Clovis, qui fut le premier roi de France, parlait donc le francique. À cela, le francique s'est mélangé donc avec le latin, qui dominait surtout la moitié sud de la France. Et ce métissage a créé ce que l'on appelle aujourd'hui le français, une langue romane, comme d'autres langues romanes en Europe, à l'instar de l'espagnol ou de l'italien. Et ce français va donc évoluer en deux dialectes principalement. Le premier dialecte dans la moitié sud de la France, la langue d'oc, qui correspond à une langue très similaire au catalan et aussi à l'occitan, qui est une langue régionale, qui est encore d'ailleurs parlée près de Toulouse. La moitié nord de la France, elle, on parlait la langue d'Oïl. Alors la langue d'Oïl, c'est en fait la langue d'Île-de-France. Et ces deux dialectes vont coexister durant quasiment toute la monarchie française. Alors voilà pour la partie, on va dire, orale, puisque les gens parlaient mais n'écrivaient pas beaucoup. À l'époque, les gens étaient surtout des paysans, beaucoup étaient analphabètes. Mais un changement, une évolution va s'opérer à partir du XVe siècle. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'au XVe siècle, un Allemand, Gutenberg, va mettre au point la machine à imprimer. Cette machine, qui utilise en fait des pièces de métal avec des lettres, permet d'imprimer des pages entières en très peu de temps, et donc d'imprimer des livres. Alors, ça paraît un détail, mais en fait ça va être une véritable révolution, parce qu'on va imprimer des livres, bien sûr, comme la Bible, qui était le livre le plus lu à l'époque, et va donc démocratiser, je n'aime pas beaucoup ce mot-là, démocratiser, parce qu'on l'utilise un peu à toutes les sauces, on va dire généraliser le livre. Auparavant, avant l'imprimerie, c'était surtout les moines qui copiaient les livres, ça prenait beaucoup de temps, c'était très beau, parce qu'ils faisaient de belles enluminures. Mais l'imprimerie va permettre de distribuer les livres un peu partout, et va donc développer la lecture. Une parenthèse là-dessus, parce que l'écriture était très peu répandue encore, et la lecture va pousser les gens à écrire. Alors il faut savoir que le français, à l'époque, n'avait pas d'accent. Par exemple, école, le mot école, que l'on écrit aujourd'hui E accent aigu, C-O-L-E, eh bien, il y a plusieurs siècles, on écrivait E-S-C-H-O-L-E. Le verbe être s'écrivait E-S-T-R-E. Il y avait aussi des mots comme fidèle, qui s'écrivait F-I-D-E-2-L-E, secrète, S-E-C-R-E-2-T-E, et tous ces mots vont changer parce que les gens vont lire. Et lorsque les gens vont lire, ils parlent, ils ont besoin d'articuler et de prononcer surtout correctement. Donc on va créer les accents. Les accents vont supplanter des lettres. Par exemple, l'accent aigu, l'accent circonflexe, l'accent grave. On va voir aussi apparaître le tréma et le cécédille. Et tous ces accents vont en fait permettre de prononcer plus simplement les mots. Cette apparition des accents va se faire dans la foulée de l'invention de l'imprimerie, c'est-à-dire au XVIe siècle. Et au XVIe siècle, un autre fait très important va se produire, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, prise par le roi François Ier. Alors, que dit cette ordonnance ? Eh bien, cette ordonnance impose le français pour tous les documents juridiques et administratifs du royaume, en lieu et place du latin.
Oui, auparavant, tous les documents étaient rédigés en latin. Eh bien, à partir du XVIe siècle, on passe tout en français, en tout cas en vieux français. La deuxième évolution du français a lieu beaucoup plus tard, plusieurs siècles après, au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il y a la Révolution française, beaucoup de changements politiques, et comme vous le savez, quand il y a des changements politiques, en général, il y a aussi des changements d'éducation. La Troisième République est instituée à la fin du XIXe siècle. C'est la première fois qu'une république va durer aussi longtemps. Les deux premières avaient été assez brèves. Et durant cette Troisième République, eh bien, le gouvernement a une volonté, c'est d'unifier la langue dans tout le pays, de créer la nation. Et une nation passe par une langue. Car à l'époque, il faut savoir qu'au XIXe siècle encore, il y avait quasiment un dialecte dans chaque région. À chaque fois que vous changiez de région, vous changiez de langue, pour ainsi dire. Et le gouvernement a trouvé un moyen radical pour imposer le français. Il a créé des écoles, il a fait construire des écoles primaires dans toutes les communes, qui avaient pour vocation d'alphabétiser, d'instruire les enfants. Car à l'époque, les enfants travaillaient. Les enfants travaillaient dans les champs pour aider leurs parents. Et lorsque l'école est arrivée, contrairement à aujourd'hui, les enfants étaient contents d'aller à l'école parce qu'ils n'avaient pas besoin d'aller travailler, de faire toutes les corvées à la ferme, dans les champs. C'était assez pénible. Donc à l'époque, les enfants préféraient aller à l'école. Alors, donc toute cette génération va apprendre à lire, apprendre à parler la langue nationale, le français, la langue d'Oïl. Et ce français va se répandre très rapidement et créer une nation française. On va donc parler le français, mais on va aussi apprendre à l'écrire. C'est aussi l'apogée de l'écriture à l'école. On va se servir, les écoliers vont utiliser les plumes. Alors pas la plume d'oie comme à l'époque des Trois Mousquetaires, mais la plume d'acier. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'utiliser une plume d'acier. Moi j'ai fait l'expérience. J'en ai acheté une sur internet, la plume d'acier sergent-major, qui est la plume emblématique des écoliers du 19e et du 20e siècle. Cette plume, alors la plume c'est la partie métallique en elle-même qui permet d'écrire. Elle est encastrée dans un porte-plume et bien sûr à côté vous avez un petit flacon avec de l'encre. D'ailleurs à ce sujet l'encre était violette au départ. L'encre violette est apparue sous Napoléon Ier. Elle a duré environ 100 ans. Ensuite elle a laissé place à l'encre bleue qu'on connaît aujourd'hui. Donc je vous dis, vous pouvez essayer d'écrire avec une plume sergent-major, ce n'est pas facile, car ça gratte le papier. Il faut en plus utiliser un papier spécial, sinon vous allez faire des taches absolument énormes. Et la manière dont vous teniez votre plume vous permettait de faire des pleins ou des déliés. Donc le plein, c'était des traits épais, et les déliés, c'était des traits beaucoup plus fins. Et l'écriture avec une plume occasionnait souvent des taches. C'est pour cela que les écoliers portaient un tablier. Là-dessus, d'ailleurs, beaucoup de gens font l'erreur en disant qu'auparavant, les écoles avaient des uniformes. En fait, il n'y a jamais eu d'uniforme dans les écoles publiques en France. C'était un tablier. C'était pour se protéger des taches d'encre et de craie. Et d'ailleurs, à la fin des années 60, lorsque la plume a disparu au profit du stylo, et que les taches ont disparu, le tablier a également disparu. On a commencé à s'habiller comme on voulait. Donc l'instruction publique va être rendue obligatoire dans toutes les écoles publiques en France, ce qui va permettre l'alphabétisation, l'apprentissage de l'écriture par les écoliers et le français, le même français parlé dans toute la France. Alors une deuxième évolution et une dernière évolution va avoir lieu quand même après 1945 avec les médias. Pourquoi les médias ont eu une influence ? C'est assez simple à comprendre. Le premier média, c'est la radio. Quand la radio a commencé à se massifier en France, les gens écoutent la radio. Et qui parle à la radio ? Eh bien, des journalistes. Et ces journalistes, où sont-ils ? Eh bien, pour la plupart, ils étaient à Paris. Donc, quand vous écoutez la radio toute la journée et que vous entendez parler un Parisien, eh bien, naturellement, il y a un phénomène un peu de mimétisme. Vous copiez l'accent de la personne que vous entendez. Et ça va être encore beaucoup plus prononcé avec la télévision à partir des années 50, 60 et surtout 70, lorsque tous les Français vont avoir un poste de télévision, parce que c'est pareil que pour la radio. Les gens que vous voyez à la télé sont principalement basés à Paris, sont des Parisiens.
Et le fait d'entendre parler parisien à la télé, bah pareil, cela a totalement lissé les accents. Et maintenant, moi je le vois, hein, parce que quand j'étais enfant, je voyageais dans différentes régions. Et avant, il y avait des accents. Hein, et il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'à Marseille pour entendre un accent, hein, ou même à Toulouse. Vous alliez à 200 km de Paris, dans la région de l'Aube, vous entendiez déjà un semblant d'accent, ou à Orléans même, hein, il y avait déjà un petit accent. Alors, ben maintenant, vous pouvez y aller. Hein. Moi, j'y vais régulièrement. L'accent, il a quasiment disparu. La deuxième partie, qui est peut-être celle qui va nous intéresser le plus, c'est ce qui s'est passé après les années 60, à partir des années 70 et même 80. Alors, il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a assisté à une véritable américanisation de la culture française. Pourquoi ? Parce qu'en 1945, la France, comme d'autres pays d'Europe, a été totalement détruit par les bombardements. Quand un pays est détruit à ce niveau, il faut savoir qu'il faut entre 30 et 40 ans pour tout reconstruire. Hein. Pour vous en convaincre, il vous suffit d'aller au Cambodge, qui a vécu une guerre civile atroce pendant au moins une bonne dizaine d'années. Eh bien, ils en sont encore à panser leurs plaies et à recruter des enseignants parce que c'est très long de reconstruire un pays qui a été détruit. Eh bien, la France a échappé à ça. Elle n'a pas eu besoin de 40 ans pour se reconstruire, et il y a une raison, c'est que les Américains ont accordé un prêt de plusieurs milliards de dollars à la France. Ce prêt est assez célèbre, hein, il s'appelle le plan Marshall, et ce plan Marshall n'est pas un don, c'est un deal. Les États-Unis ont dit à la France: on vous prête des milliards de dollars et en échange, vous importez tous nos produits. Les Américains ne sont pas bêtes. Quand on exporte des produits dans un autre pays, on l'influence, on exporte sa culture. Et lorsque les jeunes Français des années 50-60 ont découvert le Coca-Cola, le rock'n'roll, les hamburgers et plus tard les McDonald's, et surtout les films américains, puisque le gouvernement français était tenu d'importer, je crois, près de 80% de films américains pour ses salles. C'est considérable, mais ça montre bien ce qui s'est passé par la suite, car à force le fait de voir des films américains a indirectement une influence sur notre perception des États-Unis. Et cela a eu une influence sur la langue française. Et puis il y a une autre chose, un autre fait qui s'est produit, c'est Internet. Internet s'est développé surtout à partir du début des années 2000 avec le haut débit. Et vous avez plusieurs générations aujourd'hui qui ont grandi avec Internet. Et quel est le langage sur Internet ? C'est l'anglais. L'américanisation du langage est venue avec Internet, avec les médias, avec les films, avec Netflix. Enfin maintenant, Internet, les films, tout ça, ça se confond de toute façon. Et vous pouvez regarder autour de vous, et même vous-même, vous employez des mots anglais quasiment tous les jours. Alors la question c'est pourquoi ? Pourquoi on ressent ce besoin d'utiliser des anglicismes ? Et des anglicismes, il y en a beaucoup. Je vous prends un exemple avec le verbe « performer », que j'entends parfois, y compris chez les journalistes. J'entends sur YouTube des gens dire telle chanteuse a performé durant un concert. Mais ce mot n'existe pas, en fait, dans la langue française. Le verbe performer n'existe pas. C'est un verbe anglais, to perform. Il y a d'autres mots en français qui existent pour dire ça. C'est le mot interpréter. La chanteuse interprète une chanson. Il y a aussi le verbe, selon le contexte, le mot réussir. On a quand même une foule de verbes en français. On n'a pas besoin de franciser des mots anglais, quoi. Mais il y a d'autres mots qui n'ont même pas été francisés, qui sont reproduits tels quels. Mais je vais vous en citer quelques-uns parce que j'en ai repéré récemment. Le bol de love. Alors vous pouvez vérifier. Apparemment, c'est des personnes qui vous accordent un tout petit peu d'attention, mais qui créent chez vous une frustration. Bon, bref, on passe. Le breadcrumbs, alors ça veut dire littéralement les miettes de pain. Non, alors je vais passer sur la signification, vous chercherez par vous-même. Le manspreading, dont on a beaucoup parlé dans les transports en commun, vous savez, c'est les gens qui écartent les jambes quand ils s'assoient. Le burn-out, voilà, les gens qui n'en peuvent plus au travail et qui font des crises de fatigue. Le buzz,
Hein, le buzz, c'est le ramdam, le bruit. Les fake news, hein, c'est vrai que c'est tellement difficile de dire les fausses nouvelles qu'on préfère dire les fake news. Et puis il y a un mot qui est amusant, c'est le mot complotiste. Alors ce mot, il a toute une histoire, parce qu'il a une connotation politique en plus péjorative. En fait, le mot complotiste, il est apparu en 2001. Moi, je m'en souviens très très bien, parce qu'il est apparu avec les attentats du World Trade Center. Le mot complotiste, avant, n'existait pas dans la langue française. Je peux vous l'affirmer, parce que j'ai vérifié dans un dictionnaire Larousse qui avait été imprimé avant 2001. Je crois qu'il était de 1998. Je l'ai dans la librairie où je travaille. Hein. Eh bien, le mot n'existe pas dans le dictionnaire. Il est apparu après, vous pouvez le trouver maintenant, il est en ligne, puisque Larousse a son dictionnaire en ligne. Effectivement, il y a le mot complotiste maintenant. Mais c'est un mot qui a été inventé de toutes pièces, puisqu'en anglais on dit conspiracy. C'est même pas un anglicisme, hein, c'est un néologisme, un mot créé de toutes pièces. Là-dessus, on peut parler des réformes de l'orthographe. Alors, je me souviens que quand j'étais enfant ou adolescent, on en parle assez régulièrement de la réforme de l'orthographe. Alors, c'est des réformes, des idées, des débats récurrents, parce que, sous prétexte que la langue française est trop difficile, qu'on ne sait jamais, on ne sait plus s'il faut mettre un S, un double P, un double L à tel mot. On ne peut pas changer la langue française par des lois, par des décrets, par des règlements, et encore moins par des associations communautaires, comme il y en a certaines qui veulent... Je fais référence en tout cas à l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, c'est pas né d'une manifestation populaire dans la rue où des millions de gens tout d'un coup se sont dit « Ah oui, il faut vraiment qu'on fasse de l'inclusif dans la langue française ». Non, c'est venu sur l'initiative d'associations, souvent minoritaires d'ailleurs. Je suis bien placé pour savoir parce que je travaille dans l'enseignement. Et il faut comprendre que quand vous voulez changer une langue comme ça avec des points, des E et des S un peu à toutes les sauces pour permettre l'inclusion, c'est très très casse-gueule. Pourquoi ? Parce que si vous changez un nom, si vous changez un verbe, vous devez tout changer. Vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre, en français, le sujet est lié au verbe, le verbe est lié aux adjectifs, tout est lié. Donc si vous commencez à ajouter un S ou enlever un E ou rajouter un L ici et là, vous devez en fait réformer toute la grammaire. Le deuxième problème, si vous faites ça, c'est que vous changez aussi la lecture. Hein, je vous mets au défi de lire tout un texte en écriture inclusive et de vous faire comprendre. Non seulement par des Français, hein, mais par des étrangers. Parce que ça, c'est aussi un pan du débat que beaucoup oublient, c'est que le français n'est pas parlé que par des Français. Je suis enseignant de français en langue étrangère, j'enseigne à des étrangers, et je peux vous dire que déjà, ça leur prend beaucoup d'efforts déjà pour apprendre le français en 3-4 ans. Alors quand on leur dit derrière qu'en plus, il existe différents types de français, hein, parce que vous savez, le français est parlé au Canada, en Suisse, en Belgique, en Afrique, et en plus, on leur explique après qu'il y a l'écriture inclusive. Et l'autre conséquence de l'écriture inclusive, c'est qu'on aura au final deux types de personnes, ceux qui l'auront apprise et ceux qui ne l'auront pas apprise. Quand vous arrivez sur le marché du travail, que vous avez appris l'écriture inclusive et que l'employeur qui vous embauche ne sait pas la lire. En fait, une langue n'a pas besoin d'être réformée par une loi ou par des règlements pour évoluer. Jean d'Ormesson le disait très bien, une langue se réforme par l'usage. C'est l'usage de la société qui fait changer la langue. Donc on n'a pas besoin de créer des mots. Les mots ne sont pas créés par l'Académie française. C'est la société qui se les approprie. C'est vrai par d'autres langues, hein, y compris l'anglais, ce n'est pas un problème. Mais il n'y a pas besoin d'une communauté ou d'une association pour nous expliquer qu'il faut changer un point-virgule ou ajouter un E. Ça se fera naturellement, comme ça s'est fait depuis des siècles. Et pas seulement pour le français, mais pour toutes les langues.